Les Daimyo sont à partir du 8e siècle des grands seigneurs japonais qui, maîtres des grands territoires, se rendent indépendants dans la cour impériale du Japon. Ils sont souvent issus des fils cadets de la famille impériale. Les grandes familles de daimyo s'affrontent pour le contrôle du pouvoir. Au Xe et XIe siècle, les Taira et les Minamoto se font la guerre. Les Minamoto triomphent en 1199. Et leur chef, Yorimoto, se proclame shogun, c'est-à-dire maire du palais et chef du gouvernement impérial. Il fixe sa capitale à Kamakura, dans le nord. Les empereurs, résidant dans le sud, n'ont plus qu'un rôle honorifique. Au XIVe siècle, les shoguns Ashikaga réduisent la puissance des daimyo et en font des gouverneurs de province, dépendant du pouvoir central. Mais à la fin du XVe siècle, les daimyo reprennent leur indépendance et leur lutte sanglante. L'histoire des armures japonaises, elle dure bien plus que 3 siècles, puisqu'elle a commencé au 5e, 6e siècle, si on part des armures faites de lamelles de fer, ce qui est une spécialité des armures japonaises, une technique d'ailleurs d'armure qui vient du continent et de Chine en particulier. Les premières représentations d'armure apparaissent sur des figurines de l'époque qu'on appelle des anciennes sépultures, des figurines en terre cuite que l'on a retrouvées. Et depuis, les armures japonaises n'ont cessé de se développer et de s'améliorer. Elles sont devenues d'abord des armures de cavaliers, des armures faites pour monter à cheval avec une jupe d'armes très importante et des épaulières tout à fait impressionnantes qui remplacent un peu le bouclier de nos chevaliers du Moyen-Âge, mais qui étaient destinées, ces armures japonaises, qui sont un peu plus légères que les armures occidentales puisqu'elles pèsent une 20aine de kilos en moyenne contre une 40aine pour l'armure d'un chevalier médiéval. Et ces armures étaient essentiellement faites pour le combat à cheval, à l'arc et aux flèches. Donc il s'agissait à distance de se croiser ou de se poursuivre et de décocher des flèches. Donc ça demandait une très grande dextérité, bien sûr, mais une très grande liberté de mouvement sous l'armure, qui devait être particulièrement lâche, de manière à permettre des mouvements amples. Et ces armures se sont ensuite développées, comme dans beaucoup de parties du monde, vers des armures plutôt de fantassins qui étaient destinées donc à des combats à pied, notamment dans les villes ou bien dans les montagnes. Et donc on a commencé à combattre de moins en moins à cheval. Et ces armures ont pris une forme différente, et pour aboutir aux armures de l'époque moderne, qui, elles, s'inspirent des armures anciennes, mais n'ont souvent plus une fonction réelle. Elles étaient essentiellement destinées au prestige et à la mémoire et à des cérémonies dans les familles, dans les grandes familles de la noblesse des daimyo, des gouverneurs de province.
il reste une symbolique forte et on pourrait dire aussi un peu lourde, puisque au Japon a été attaché pendant très longtemps l'image d'un pays militaire. C'était déjà le cas à l'époque ancienne, puisqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, pour les Européens, le Japon était un pays de barbares cruels et sanguinaires qui massacraient les missionnaires, tandis que la Chine était le pays des philosophes, des médecins, et un pays riche et un pays tranquille, un pays paisible. L'image s'est complètement renversée au milieu du XIXe siècle, lorsque la Chine a connu une période de troubles et de problèmes économiques intenses, qui ont fait que la Chine est apparue alors face aux pays industrialisés et impérialistes, et la Chine est apparue comme un pays arriéré, un pays pauvre, un pays qu'il fallait dépecer, alors que le Japon apparaissait toujours comme un pays fort, un pays militaire et un pays moderne. À la fin du XIXe siècle, effectivement, à l'époque de Meiji, que le Japon a fait la guerre à la Chine et qu'il a remporté cette guerre, c'est pour la première fois un petit pays l'emportait sur une très grande puissance. Et ensuite, le Japon, comme vous savez, a vaincu les Russes, et donc une puissance occidentale. Ce qui a fait aussi beaucoup pour l'image d'un pays militaire, qui s'est renforcé évidemment au XXe siècle avec la montée du militarisme au Japon. Cette image était présente et on peut dire qu'elle a été entretenue non seulement par les étrangers, mais elle a été entretenue par les Japonais eux-mêmes, car en fait, à partir de l'époque médiévale, c'est-à-dire à partir de la fin du XIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, le Japon a toujours été dirigé par un gouvernement militaire. Il était militaire en théorie, mais il était sur le modèle du système militaire. D'ailleurs, le chef de ce gouvernement, c'était le shogun, ce qui veut dire général en chef. Et ses adjoints, les daimyo, les gouverneurs de province, étaient des gouverneurs militaires qui avaient des troupes sous leurs ordres. Tandis que l'empereur n'avait aucun pouvoir et la noblesse de cour installée à Kyoto, la capitale impériale, était également sans aucun pouvoir effectif. L'arrivée au pouvoir du clan Tagagawa en 1603 met fin à ces luttes. Désormais, les daimyo doivent prêter serment de fidélité au shogun. Ils doivent avoir une résidence à Edo, aujourd'hui Tokyo. Alors effectivement, à partir du moment où le pouvoir, donc à la fin du XIIe siècle, est passé aux militaires et surtout aux pouvoirs provinciaux, c'est-à-dire que la capitale ne dirigeait plus réellement le pays, mais que la richesse économique et le pouvoir politique se trouvaient dans les provinces, eh bien le pays a été déchiré par des guerres à peu près incessantes entre la fin du XIIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle. C'est en 1603 qu'un daimyo du nom de Tokugawa Ieyasu réussit à unir le pays et à se faire nommer shogun. Il réussira en fait à unir le pays en 1615 avec la chute du château d'Osaka. Et à partir de là, le Japon connaît au contraire une période de paix très très longue, puisqu'elle va du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle sans discontinuer. Le Japon se ferme à l'extérieur et donc évite toute guerre avec l'étranger, ce qui a été donc évidemment une période de très grande prospérité économique pour ce pays qui jusque-là, il faut le dire, du XIIe jusqu'au XVIe siècle, a été un pays très pauvre, un pays où la richesse passait à lever des armées et à fabriquer des armements pour s'entretuer. On le voit d'ailleurs dans la production artistique du Japon. Le XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque où la paix enfin s'installe dans ce pays longtemps divisé, eh bien, le XVIIe siècle est une période de richesse et de foisonnement artistique absolument extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu avant, mais la production artistique est bien moindre, peut-être même de moindre qualité, on va dire, pour toute la période qui est antérieure, la période qui va du XIIe au XVIe siècle.
Donc une période très longue de guerre civile, on peut dire, parfois extrêmement sanglante. Au milieu du XVe siècle, on raconte qu'on se bat à Kyoto et que la rivière Sumida, qui passe sous les palais du shogun, donc Ashikaga Yoshimasa, était couverte de corps et rouge de sang. Et pendant que le shogun faisait planter des arbres dans son jardin, faisait des réunions de poésie et des séances de thé, eh bien, on s'entretuait à quelques mètres de sa propriété. Déjà, comme vous savez, Kurosawa était quelqu'un qui avait une éducation occidentale très poussée et beaucoup de ses films, je fais un lapsus révélateur, viennent de pièces de Shakespeare. C'est quelqu'un qui a une vision, je dirais, universelle de la guerre et universelle des guerriers. Il ne s'enferme pas, je pense, dans une image japonaise ou japonisante, même s'il connaît très bien l'histoire de cette époque. On le voit d'ailleurs dans certains films, je crois que c'est dans Ran, où on voit à la fin du XVIe siècle le goût occidental et le fait qu'on boit dans des verres à pied et des choses comme ça. Il y a toutes sortes de petits détails, mais je ne pense pas que ce soit le fond vraiment de Kurosawa. En revanche, il décrit une réalité qui est très vraie, je pense, notamment dans ce chef-d'œuvre qui est Les Sept Samouraïs. C'est-à-dire qu'il y avait... En fait, la classe des samouraïs, des bushi, était une classe assez étendue. On l'estime à 7% de la population, ce qui est beaucoup plus que la noblesse en France à la même époque. Et donc, il y avait dans cette classe, qui était presque une caste, des gens qui étaient extrêmement fortunés et puis d'autres qui étaient très pauvres, auxquels venaient aussi se mêler des gens qui n'étaient pas vraiment samouraïs, ce qui est le cas de Mifune dans ce film. Et le Japon était aussi, le Japon des campagnes était très pauvre. C'était un Japon effectivement soumis non plus aux guerres civiles, mais beaucoup au banditisme. Je pense que le film de Kurosawa traduit un Japon assez authentique, je ne dirais pas le Japon réel, mais un Japon